Amour, haine et propagande. Une série documentaire en 6 épisodes avec Catherine Mercier. 70 ans plus tard, pourquoi est-il toujours important de parler de la Deuxième Guerre mondiale? Imaginez que votre gouvernement vous cache la vérité. Seriez-vous prêt à le dénoncer? C'est le dilemme de tout soldat, politicien et citoyen en temps de guerre. Quand doit-on se taire pour le bien de la nation? Durant la Deuxième Guerre mondiale, les pressions étaient énormes pour étouffer la vérité. On a tenté de la cacher en Russie, en France et ailleurs. Le cas de Dieppe, par exemple, illustre l'échec d'une campagne de propagande pour taire le sort des soldats canadiens lorsqu'un raid militaire a mal tourné. Ça se passait à une époque d'amour, de haine et de propagande. « 19 août 1942. C'est l'un des secrets militaires les mieux gardés. On attend que les soldats soient embarqués avant de leur expliquer leur mission. 250 navires, 6 000 soldats, dont 5 000 Canadiens. Leur mission, traverser la Manche et mener une incursion rapide sur les côtes fortifiées de Dieppe, en France, puis repartir. Certains croient que l'opération est vouée à l'échec. Ce sont les Anglais qui dirigent le raid et ils se sont organisés pour que ce soit un succès, quoi qu'il arrive. Tout le monde a un grand besoin de bonnes nouvelles. Parce qu'à l'été 42, tout va mal pour les Alliés. Le Japon a conquis une bonne partie du Pacifique. L'armée d'Hitler occupe presque toute l'Europe de l'Ouest et attaque maintenant la Russie. Staline, le dictateur russe, presse alors Churchill d'attaquer l'Allemagne pour obliger Hitler à combattre sur 2 fronts. Entre en scène Lord Louis Mountbatten, jeune, ambitieux et un protégé de Churchill. C'est l'homme qu'il faut pour mener une opération délicate et extrêmement risquée. Lord Mountbatten, c'est cette nouvelle génération de chefs militaires, en particulier de la marine, courageux, aristocratiques, avec une grande conscience des impératifs de propagande, peut-être plus même que des questions de stratégie militaire pure. L'opération ne fait pas l'unanimité. Un raid avec autant d'hommes et d'équipements lourds n'a jamais été entrepris auparavant. Les soldats canadiens s'entraînent depuis 2 ans, mais peu ont connu l'épreuve du combat. Toutefois, rien n'arrête Mountbatten. Il va s'assurer que la mission sera un succès, peu importe l'issue du combat. En cas d'échec, et son équipe ont déjà décidé du message qui sera diffusé. Tout est soigneusement préparé et écrit d'avance. Et voici le plan. En cas d'échec, d'abord, souligner que l'opération a été un succès qui a permis de mettre à l'épreuve l'efficacité d'un grand contingent militaire. Puis, insister sur les récits d'héroïsme et attirer l'attention du public sur la bravoure des soldats plutôt que sur les objectifs non atteints. Pour s'assurer d'une large diffusion de la nouvelle, ils envoient des journalistes avec les troupes. Aujourd'hui, on parle de journalistes intégrés, mais à cette époque-là, on leur donnait un uniforme et un grade militaire. Ross Monroe, 28 ans, correspondant de la presse canadienne, est enthousiaste. Dès le début, j'étais totalement engagé dans cette guerre. Nous avions le sentiment que les Allemands allaient détruire notre monde et qu'il fallait les arrêter. Les troupes étaient prêtes, les correspondants aussi. Moi, en tout cas, je l'étais. Dollard Ménard de Notre-Dame-du-Lac au Québec sait dans quoi les soldats canadiens s'embarquent.
À 29 ans, il est le plus jeune lieutenant-colonel de l'Empire britannique. Son expérience lui dit qu'une bataille difficile les attend. On savait que ce serait difficile. Les photos de nos avions de reconnaissance montraient que la place était couverte de barbelés, de parapets et de mitrailleuses. Ça voulait dire qu'on allait affronter un feu nourri. Les Alliés débarquent sur les plages de Dieppe à 4 heures du matin. Les Allemands les attendent de pied ferme et leurs caméras filment la scène. Le lieutenant-colonel Ménard n'en croit pas ses yeux. Il n'y avait rien pour nous protéger du feu ennemi. On ne pouvait même pas se replier vers la mer. Nous étions condamnés. C'est comme si on était morts avant que le feu ennemi nous ait tués. Ross Munro est chanceux de s'en sortir vivant. J'ai vécu les 20 minutes les plus sinistres de ma vie. La moitié de mon unité a été touchée par les tirs avions. Par miracle, nous avons été épargnés. Le raid dure 9 heures. Had handed to me the latest communique issued from Combined Operations Headquarters. Apart from the losses inflicted on the enemy, vital experience has been gained in the development of... We've learned a most valuable lesson which may enable... Costly as it has been to Canada, the raid was definitely a success. Et ce n'est qu'un début. Au pays, le battage médiatique se poursuit dans les journaux pendant des jours. On va lire dans la presse à Montréal que l'opération de Dieppe s'est déroulée conformément au plan d'attaque, que les soldats s'étaient repliés comme prévu. Donc, il y aura une forte impression d'une opération menée avec succès. Mais avec le temps, l'opération camouflage de Mountbatten est de moins en moins efficace. Les journalistes canadiens ont vent du désastre et ils demandent des comptes. Comment peut-on savoir la vérité et agir en conséquence quand nos propres leaders nous cachent les faits et nous dorent la pilule? Pendant qu'on se pose ces questions, la deuxième étape de la stratégie médiatique est lancée. Envoyer en tournée les témoins du raid pour raconter l'héroïsme des soldats canadiens. Dollard Ménard, le jeune lieutenant-colonel, est le seul commandant à revenir vivant de Dieppe. Sa bravoure lui vaut de hautes distinctions. La présence d'un héros en chair et en os alimente le mythe entourant Dieppe. Dans une tournée pan-canadienne devant d'immenses foules, Ross Munro fait l'éloge de la bravoure des soldats canadiens à Dieppe. Ross Munro va raconter une histoire édulcorée du raid de Dieppe en insistant seulement sur les histoires de héros, sur le courage des soldats, en omettant, bien sûr, le sang qui avait coulé à Dieppe. On attend près d'un mois avant de dévoiler l'ampleur du désastre. Lorsque le bilan est enfin rendu public, le nombre de soldats morts ou disparus a plus que triplé. C'était un choc de savoir que presque 50% des hommes qui s'étaient battus ont été victimes. Donc, on a présenté Dieppe sous un meilleur jour pour mousser l'effort de guerre, mousser le recrutement, mousser les campagnes d'emprunt de la victoire, donc pour la levée des fonds. Mountbatten ne bronche pas. Il soutient que le raid a été un succès. For every one man who died at Dieppe, at least
Britain or more were spared in the invasion of Normandy 2 years later. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que Dieppe devait servir à la propagande des Alliés, mais c'est plutôt l'ennemi qui en a profité. Bei diesem dilettantenhaften und jeder militärischen Vernunft frohen sprechenden Unternehmen, das allein politischen Zwecken dienen sollte, verlor der Feind neben seinen außerordentlich hohen blutigen Verlusten über 2100 Mann an Gefangenen. Der aufsehenerregende... De toute évidence, les nazis ont remporté cette bataille dans la guerre de propagande. Mais un nouveau joueur important s'apprête à entrer en scène, un adversaire redoutable que les nazis n'ont pas vu venir. Hollywood. Fin des années 30, la Grande Dépression est terminée. Les Américains ont de nouveau de l'argent et ils vont au cinéma au moins une fois par semaine. La guerre est le cadet de leurs soucis. Pour eux, c'est le conflit des autres, un conflit bien loin, de l'autre côté de l'océan. Mais ce ne sont pas tous les Américains qui voyaient la guerre comme une réalité lointaine. Étonnamment, à Hollywood, 2 frères menaient une campagne de propagande contre Hitler depuis des années. Les frères Warner sont les fils d'un cordonnier juif qui a fui les persécutions en Pologne. Lorsque Hitler prend le pouvoir en 1933, Harry et Jack Warner voient très bien ce qui s'annonce. Ils lancent aussitôt une campagne pour mettre en garde les Américains contre la menace nazie. We Germans must make the United States unser America, our America. La campagne anti-nazie des Warner commence bien avant la guerre. Le film Les aveux d'un espion nazi alerte les Américains. Les nazis sont partout, même aux États-Unis, et ils projettent de conquérir le monde. C'est un geste audacieux, une première pour Hollywood. Les frères Warner ont été les premiers à produire des films anti-nazis. Ils étaient les premiers à oser utiliser le mot nazi dans un titre. The Nazi Party has created a new fascist society based on a devout worship of the Aryan Superman. Le film présente en alternance des scènes de fiction et des extraits de films d'actualité nazis. Le message est clair, les Américains doivent réagir. There are some who will say there is nothing to fear, that we are immune. À Washington, la campagne anti-nazie des frères Warner irrite beaucoup de gens. Les isolationnistes, ceux qui refusent que leur pays aille en guerre, accusent Hollywood et les frères Warner de faire de la propagande et de promouvoir la guerre. L'attaque de Pearl Harbor met fin abruptement au débat. C'est officiel, l'Amérique est en guerre. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. Le Japon est maintenant l'ennemi. L'Allemagne et l'Italie suivent peu après. Les Américains réagissent rapidement. Les Marines débarquent sur les plages de Guadalcanal, dans le Pacifique Sud. L'affrontement avec l'armée japonaise est long, brutal et cruel. L'heure de la revanche a sonné. Hey Joe, fry Jap going down. Washington estime que le discours raciste du film Air Force de la Warner va trop loin. Pour bien contrôler le message, Washington crée le Bureau d'information sur la guerre. Une de ses tâches, transformer Hollywood en une puissante machine de propagande. Et la Warner a déjà une longueur d'avance. Ses studios tournent à plein régime. Des vedettes comme Jimmy Stewart s'enrôlent et incitent leurs concitoyens à faire de même. 150 000 hommes s'enrôlent dans l'aviation. La Warner produit aussi des films qui encouragent le rationnement. Place
the war first. Expect to have to make adjustments. Make them. Observe rationing and price rules. Même les héros de bande dessinée de la Warner s'enrôlent. Et puis, il y a ce chef-d'œuvre de fierté nationale, Jimmy Cagney, dans Yankee Doodle Dandy. Ce film à grand déploiement réussit à convaincre les Américains à acheter pour 15 millions de dollars d'obligations de guerre. À partir de 1943, la Warner produit, avec la complicité de Washington, des films on ne peut plus patriotiques. Warner Brothers a le vent dans les voiles. Les studios héritent alors d'une nouvelle mission, bien plus difficile. Look over there, my friend. Les États-Unis ont maintenant un nouvel allié, un allié qui a un lourd passé, Joseph Staline, le dictateur russe. Comment amener les gens à l'aimer? C'est simple, en faisant un film. I believe, sir, that history will record you as a great builder for the benefit of mankind. It is not my achievement, Mr. Davies. Mission à Moscou est l'un des films américains les plus bizarres de la guerre. It shows Joseph Stalin, the genocidal mass murderer. Il présente Staline, ce tyran génocide, comme une espèce d'oncle bienveillant et généreux. Back home, a wise and kindly fellow. Our 5-year plans were conceived by Lenin and carried out by the people themselves. The results have been a revelation to me. Mission à Moscou vise à convaincre les Américains que Staline est digne de confiance. Le film ne fait aucune mention des millions de citoyens soviétiques qui sont morts sous son régime. Mission to Moscow is not just about persuasion. C'est non seulement un film de propagande, c'est un film révisionniste. C'est une falsification de tous les événements récents. De tous les films de l'époque, c'est celui dont Hollywood a le plus honte. En 1943, presque tous les studios d'Hollywood participent à la propagande. Les Américains ont compris que la propagande est un outil nécessaire pour combattre Hitler. De l'autre côté de l'Atlantique, à Paris, les nazis préparent les Français à accepter l'inacceptable. Été 42, les troupes allemandes occupent Paris depuis déjà 2 ans. La nourriture, les vêtements et même le vin, tout est rationné pour ravitailler l'armée d'Hitler. Les autorités françaises collaborent avec l'occupant, mais les relations sont pour le moins difficiles. Les Parisiens essaient de survivre, tant bien que mal. Mais la vie sous le règne nazi n'est pas la même pour tous. La propagande nazie est omniprésente. Sa cible, les Juifs. Il y a même une exposition intitulée « Le Juif et la France ». Tous les postes de commande de la Maison France se trouvaient entre les mains des Juifs. Ils ont conduit la France vers la plus totale défaite de son histoire. Cette exposition avait pour but d'imposer et de faire connaître et de développer l'antisémitisme racial nazi, donc qui veut que les Juifs appartiennent à une race différente. Ce sont des gens qui sont en dehors de la nation française. Donc on va les marginaliser, les rejeter en dehors de la nation. Pour parvenir à cette fin, l'occupant allemand impose de nouvelles lois qui rendent progressivement la vie impossible aux Juifs. On les oblige d'abord à se déclarer à la police du quartier. On leur interdit d'exploiter une entreprise ou d'occuper une fonction officielle. Ils ne peuvent posséder ni radio, ni vélo, ni téléphone. Ils ne peuvent même pas fréquenter les endroits publics. Tristement, les Parisiens ferment les yeux.
Un sondage de la police parisienne cet été-là indique qu'en général, on n'aime pas beaucoup les Juifs, mais que la propagande nazie va trop loin et provoquera bientôt des excès. L'arrestation de Juifs en France avait commencé quelques mois plus tôt. Au début, seuls les hommes de plus de 18 ans, nés à l'extérieur du pays, sont amenés en train vers des camps de travail. Puis, en juin, une autre mesure humiliante. Tous les Juifs de plus de 6 ans doivent porter une étoile jaune, à gauche, sur le torse. Partout, des affiches proclament « Les Juifs assassinent dans l'ombre, marquons-les pour les reconnaître ». La campagne de haine nazie atteint un nouveau palier. On prépare les Parisiens pour un grand coup. Et c'est tout un coup. Les nazis ordonnent l'arrestation de 22 000 Juifs. La police française se porte volontaire pour effectuer la rafle. Hommes, femmes, enfants, personne n'est épargné. 16 juillet, 4 heures du matin, les arrestations commencent. Les Borocas, 6 rue du Gambé. La police française a en main une liste de noms et d'adresses. Les Schreiber, 14 rue Louis Bonnet. Les Gilbert, 15 rue de la Vieux-Ville. Les personnes arrêtées n'ont pas le temps de faire leurs valises. Les Corenbager, 25 rue Bisson. Au 58 rue de Meaux, la police arrête Marie Gélène, 10 ans, et sa mère. Marie laisse un mot à son père qu'on a envoyé dans un camp de travail. Cher papa, on nous amène au vélodrome d'hiver, mais faut pas nous écrire maintenant, parce que c'est pas sûr que l'on restera là. Je t'embrasse bien fort et maman aussi, ta petite fille qui pense toujours à toi. Marie. Annette Monod, travailleuse sociale à la Croix-Rouge, est témoin de la rafle. Le boulot était exécuté par des Français avec des véhicules du réseau de transport de Paris. C'est pas très glorieux. C'était eux qui ont fait les arrestations sur ordre des Allemands. J'étais française, donc responsable de ce que les Français faisaient. Bien sûr, on avait honte. Comme Annette Monod, beaucoup de Parisiens sont stupéfaits. À partir de ce moment-là, il est difficile pour quelqu'un qui a adhéré jusque-là à l'idée du juif qui représente un danger pour la vie quotidienne, il est difficile d'adhérer à cette idée-là parce que comment imaginer qu'un bébé soit un danger? Comment imaginer qu'un vieillard mourant dans un asile peut représenter un danger? Donc il y a un décalage à partir de l'été 42 entre le message envoyé par la propagande et la politique antisémite appliquée sur le terrain. L'ordre d'arrestation visait 22 000 Juifs, mais dans les faits, 13 000 sont arrêtés. Grâce en partie à la complicité de citoyens français indignés. Les familles arrêtées sont amenées au vélodrome d'hiver. 7 000 personnes y sont entassées pendant 5 jours. Rien n'a été prévu. Pas de nourriture, pas d'eau, pas de lit, peu de salles de bain. Ceux qui tentent de fuir sont abattus. C'était épouvantable. Le bruit, le chahut, la poussière, les gémissements, les cris, des femmes qui pleuraient, qui piquaient des crises de nerfs. C'était un cauchemar, vraiment. Pour Marie et sa mère, le cauchemar continue. Elles sont envoyées au sud de Paris, dans un camp beaucoup trop petit qui n'avait pas été prévu pour des enfants. Quelques jours plus tard, on met la mère de Marie à bord d'un train, en direction de Auschwitz, en Pologne. Marie
reste seule au camp pendant 1 mois. Elle est atteinte de scarlatine, mais trouve la force d'écrire cette lettre à son père. Mon cher papa, je voudrais, si tu peux, que tu m'envoies ma photo, celle de maman et la tienne. Il y a très longtemps que je ne t'ai pas vue. Essaie de me faire sortir d'ici. Ainsi, je serai avec toi. Ici, je perds toutes mes forces. J'ai beaucoup maigri. Je pleure souvent en pensant à toi. Ta petite fille qui t'aime et qui t'embrasse bien fort. Marie. Trois jours après avoir écrit ces mots, Marie et d'autres enfants sont entassés dans un wagon à bétail. Annette Monod assiste à la scène. Je me souviens qu'il faisait déjà froid. C'était un matin de fin septembre ou début octobre où j'ai vu cette déportation d'enfants surveillés avec mitrailleuses. Ils étaient dans des wagons à bestiaux qu'on fermait, qu'on plombait. Je me souviens d'un petit qui avait ses 4 bouts de doigts dans la fente et il disait « Je veux descendre, je veux pas rester là ». Le train est parti. Les enfants seuls. Les femmes étaient déjà parties. Il faut 2 jours pour se rendre à Auschwitz. Dès son arrivée, Marie est envoyée dans la chambre à gaz. Elle allait célébrer son 11e anniversaire. Marie-Gélène a été exécutée comme les 4050 enfants enlevés dans la rafle. Tout ça fait partie de la solution finale, le plan du Troisième Reich pour exterminer tous les Juifs. La propagande allemande a réussi à duper les Français pendant un certain temps. Mais en arrêtant des femmes et des enfants, le nazisme a montré son vrai visage. En Allemagne, la vérité va rattraper les nazis lorsque Hitler fait une promesse qu'il ne pourra tenir. Printemps 42, l'armée d'Hitler repart à la conquête de la Russie. L'hiver russe avait paralysé l'armée allemande aux portes de Moscou. Hitler décide alors d'envoyer de nouvelles troupes plus au sud, vers Stalingrad, ville qui porte le nom de son pire ennemi. Les soldats allemands sont fiers, confiants et impatients de prouver que l'armée du Troisième Reich est invincible. Partout en Allemagne, les écrans de cinéma montrent leurs visages souriants. Immer dichter schieben sich unsere Verbände an die starke Festung heran. Et sur les murs, des affiches nazies proclament « Nous serons victorieux » ou encore « Une victoire de l'Allemagne va libérer l'Europe ». Située au bord de la Volga, Stalingrad est le cœur industriel de l'Empire soviétique. Elle produit une grande partie de l'arsenal militaire russe. Hitler croit pouvoir prendre Stalingrad en quelques jours. Si la propagande insiste tellement sur Stalingrad, ce n'est pas pour une raison stratégique. C'est uniquement parce que la ville porte le nom de Staline, l'adversaire, l'ennemi juré de Hitler, l'ennemi juré du nazisme. Donc conquérir Stalingrad, c'est symboliquement écraser toute la Russie soviétique. Au cours de la dernière année, l'armée de Staline n'a pas fait le poids face à celle d'Hitler. Des millions de soldats russes ont été faits prisonniers. Et face à une nouvelle offensive allemande, l'armée rouge bat en retraite.
Staline a tout fait pour empêcher ses soldats de reculer. Il a invoqué l'amour de la patrie. Il a créé des héros de toutes pièces pour les inspirer. Mais ça n'a pas suffi. Il doit à tout prix renverser la situation. Il envoie alors une nouvelle directive, bien plus dure, que personne ne peut ignorer. Staline décrète, il est temps de cesser de se replier, plus un pas en arrière. Les Russes doivent défendre chaque position, chaque mètre de territoire, jusqu'à leur dernière goutte de sang. Staline interdit aussi l'évacuation de la population. Et il ordonne qu'on abatte tout soldat qui se rend ou qui recule devant l'ennemi. L'assaut commence par un bombardement. En 2 jours, Stalingrad est réduite en ruines. Des milliers de civils sont tués. Mais les soldats russes résistent. La bataille qui suivra sera l'une des plus sanglantes de la guerre. La nouvelle de la résistance russe arrive en Allemagne par des lettres qui ont échappé à la censure. Heinz Becker, 32 ans, père de 3 enfants, écrit: Je voudrais bien savoir quelles sont ces troupes qui opposent une si forte résistance et nous empêchent d'avancer. Il nous restera sûrement encore 14 jours de travail à Stalingrad, en plus des 14 jours déjà passés ici. Les jours se transforment en semaines. En Allemagne, les films d'actualité nazis ne peuvent plus cacher la violence des combats. Die Schlacht Stalingrad. Jedes Kellergewölbe, jeden Steinhaufen wird hier erbittert gekämpft. Dort hinten die Wolga. Diese wichtigste Lebensader der Sowjetunion ist jetzt abgeschnitten. La bataille se prolonge pendant un autre hiver glacial. Encore une fois, les soldats allemands sont pris au dépourvu. Certains jours, les pertes des 2 camps se chiffrent à 6 000 morts. Les soldats sont au combat depuis maintenant 2 mois. Le moral s'effrite. Le soldat allemand Günther Koschorek écrit: On ne peut rien faire. Rien. On n'a plus qu'à se sauver. Mais où? Le seul avantage, c'est que la mort viendra plus vite. En Allemagne, la propagande nazie entretient toujours l'espoir de la victoire. À Munich, dans une brasserie remplie de nazis convaincus, Hitler déclare que Stalingrad est tombé. Wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende. Mais ce ne sont pas tous les Allemands qui y croient. Ursula von Kardorff, une jeune journaliste, prend connaissance de tous les avis de décès provenant du front russe. Son frère Jürgen va bientôt partir pour le front. À la veille du retour de Jürgen au front, Radio Londres annonce le débarquement en Afrique du Nord. Soudain, j'ai compris que mes frères ne croyaient plus gagner la guerre. Quelques jours après qu'elle eut écrit ces mots, les Soviétiques encerclent l'armée allemande. Officiellement, tout va bien en Allemagne, mais les rumeurs courent. La propagande nazie sonne faux. Le Troisième Reich ne peut plus parler de victoire. Confronté à une défaite inévitable,
le chef de la propagande nazie, Joseph Goebbels, décide de taire toute nouvelle de la bataille de Stalingrad. Les Allemands sont tout d'un coup confrontés à une absence d'information. Au même moment, il y a des milliers de morts et donc il y a les faire-part de décès qui arrivent. Et bien que d'un côté il n'y a pas d'information et de l'autre côté on voit les morts qui s'accumulent, eh bien ça va provoquer une anxiété terrible. Et il va y avoir à partir de l'hiver 1942-1943 une terrible peur pour l'avenir qui va monter en Allemagne. Le pessimisme d'Ursula von Kardorff est à son comble. Aujourd'hui, dans le métro de surface, nous avons doublé un convoi qui partait au front. J'ai senti que ce train conduisait ses soldats à la mort. Sur la locomotive, on pouvait lire en lettres blanches « Ces roues tournent pour la victoire ». Pour la mort, ai-je pensé. Encerclés par l'armée rouge et isolés du monde extérieur par Goebbels, les soldats allemands, jadis fiers et invincibles, meurent maintenant de faim et de froid. J'ai toujours espéré pouvoir sortir brièvement des steppes de Russie, ne serait-ce que pour me sentir comme une personne normale et pour revoir ma famille quelques jours. Mais j'ai peu d'espoir de sortir d'ici vivant. Ce seront les derniers mots de Heinz Becker. Trois semaines plus tard, les Allemands capitulent à Stalingrad. « 300 000 soldats allemands meurent dans la bataille. Et 100 000 autres sont faits prisonniers. C'est la première fois qu'une armée allemande entière est vaincue. C'est une nouvelle impossible à cacher. Hitler refuse d'être celui qui doit l'annoncer. Le Hitler d'après Stalingrad, c'est un homme qui a un physique dégradé. Ce n'est plus le leader flamboyant des années 30. C'est un homme aussi qui passe son temps à répéter toujours les mêmes idées, qui est confit dans la défaite. Et comme les mauvaises nouvelles vont s'accumuler, eh bien, il va de plus en plus se renfermer, s'isoler et quitter au fond l'espace de propagande qui était le sien. Comme Hitler se fait discret, c'est à Goebbels que revient maintenant la tâche de dévoiler la vérité aux Allemands. Enfin, sa version de la vérité. Gewaltige Massenkundgebung im Berliner Sportpalast. Reichsminister Dr. Goebbels spricht. Erklärte. Dans un discours qui transforme radicalement la teneur et le ton du message de propagande nazie, Goebbels a recours à la peur. Il explique les conséquences d'une défaite. Hinter den vorstürmenden Sowjetdivisionen sehen wir schon die jüdischen Liquidationskommandos. Hinter diesen aber endlich der Terror, das Gespenst des Millionenhungers und einer vollkommenen europäischen Anarchie. L'objectif de Goebbels, c'est de convaincre la population allemande qu'il n'y a pas d'alternative et que chacun doit se sacrifier pour la nation allemande. Il faut donner sa vie à Hitler. C'est l'horizon qu'il trace pour le peuple allemand. Seid ihr entschlossen, dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch dick und dünn und unter Annahme auf der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen? La journaliste Ursula von Kardorff entend rapidement parler du délire suscité par le discours de Goebbels. Notre reporter, chargé de couvrir l'événement, un homme calme, réfléchi et anti-nazi, nous a décrit l'état de frénésie de la foule. Il s'est lui-même surpris à bondir de son siège et il en est venu à un cheveu de se laisser remporter. Il nous a dit que si Goebbels leur avait demandé « Êtes-vous prêts à mourir ?», ils auraient tous hurlé « Oui ». L'enchantement est de courte durée. Il faut de bonnes nouvelles pour alimenter la propagande. Mais en 1943, les bonnes nouvelles sont rares pour les Allemands.
Kursk, les troupes d'Hitler subissent une autre défaite humiliante aux mains des Russes. L'armée allemande est expulsée de l'Afrique du Nord. Et au sud de l'Italie, les Canadiens réussissent à chasser les nazis de la ville d'Ortona. Puis, il y a les bombardements. Il pleut des bombes sur toutes les villes allemandes. Pour les Allemands, la guerre n'est plus seulement sur les écrans de cinéma, sur les affiches ou dans les récits de soldats. La guerre est là, à leur porte. Tout ce qui reste du message de Goebbels, c'est la peur. Une peur bien réelle. Amour, haine et propagande.